le 13h, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de l'actualité. Un directeur choqué. Des élèves et professeurs de son école sont partis en Turquie malgré les interdictions et sans son aval. La Belgique ferme ses portes aux voyageurs d'Inde, du Brésil et d'Afrique du Sud, des pays où circulent des variants. Précision de Rachel Crevellaro dans un instant. Ce n'est pas le moment non plus de se rassembler au bois de la Cambre comme il y a quelques semaines. La ville de Bruxelles tente de dissuader les organisateurs d'un nouvel événement. Explication avec Eric Bévert dans un instant. Une femme qui se dit blessée. Ursula von der Leyen est revenue sur le Sofagate devant les parlementaires européens. Elle a décrit son sentiment de malaise lors de son déplacement en Turquie. Et puis dans ce journal, rencontre sur la Meuse. À bord d'un kayak, ce Namurois ramasse les déchets tombés à l'eau. Bonjour à toutes et tous. Partir en voyage scolaire, voilà une habitude que les enfants ont perdue. Ces déplacements ne sont pas autorisés pour l'instant, mais des élèves et professeurs d'une école bruxelloise ont donc bravé l'interdit. Sans l'accord de la direction, ils sont partis à l'étranger. Une information de la dernière heure développée par Cédric Amier, Thibaut Chuffard et David Brichard. Voici Batan et Younes, deux des 12 élèves de l'école La Cime à Forêt, qui sont partis en voyage de fin d'études à Istanbul, alors que les déplacements non essentiels à l'étranger étaient interdits. Le séjour a commencé le mercredi avant les vacances de Pâques et s'est prolongé pendant 10 jours. Tout a été organisé par un de leurs professeurs, à l'insu de la direction. C'est le prof qui nous a dit on va partir et tout, pour ça on est parti. On avait déjà payé et tout. Et c'était quand même impossible de rembourser, donc on a aussi décidé de partir nous-mêmes aussi. Mais je savais que c'était interdit, on a pris le risque. Christian Waterman, le directeur de cet établissement secondaire spécialisé, le confirme. Il ignorait tout de ce voyage qu'il pensait annuler. Mais une fois les élèves de retour à l'école après les vacances de Pâques, il s'est vite rendu compte que même les parents des élèves avaient donné leur accord pour un séjour extrêmement bien ficelé. En Stomeling, comme on ne pouvait pas partir en avion de Belgique, c'est on va chercher un autre moyen, on va prendre un autocar, on va aller en autocar jusqu'à Cologne, parce que là-bas, on a appris qu'il y avait moyen de prendre un vol jusqu'à Istanbul. Il s'est arrangé, mais sans passer par moi, sans me prévenir, pour pouvoir quand même arriver à Istanbul et réaliser ce voyage qui avait été programmé, donc déjà l'année d'avant, qui avait été reporté et qui aurait dû aussi être reporté ou annulé. Fort déçu, ce directeur n'a pu recueillir que des regrets de la part du professeur en question. À ce stade, aucune sanction n'a été décidée. Il continue l'année, mais bon, je ne suis pas tout seul, j'ai un pouvoir organisateur. On a une réunion mensuelle, on en a une tout à l'heure. Voilà, c'est un des sujets dont on va parler. Je ne sais pas exactement quelles vont être toutes les suites par rapport à ce qui s'est passé, parce que le fait est quand même grave. De leur côté, les élèves garantissent qu'une quarantaine de 14 jours a bien été respectée à leur retour. Test PCR à l'appui. Aucun d'entre eux ne regrette ce voyage qui crée pourtant ici une certaine polémique. Et puis la Belgique vient de décider de fermer ses frontières à certains voyageurs. Nous allons tout de suite en parler avec vous, Rachel Crevellaro. Cela concerne 3 pays en particulier. Oui, la Belgique a donc décidé d'interdire tout le trafic de passagers en provenance de 3 pays, l'Afrique du Sud, le Brésil et l'Inde. 3 pays qui sont tous les 3 concernés par l'émergence d'un variant plus contagieux donc et plus virulent. Ces interdictions, elles touchent toutes les voies d'entrée sur notre territoire, qu'il s'agisse du train, de l'avion, du bus ou encore du bateau. Bref, il n'y aura plus aucun passager en provenance de ces destinations qui pourront venir en Belgique à quelques exceptions près. À noter d'ailleurs que le trafic de transit est aussi visé par cette interdiction. Par contre, les résidents en Belgique qui seraient en provenance de ces 3 pays pourront bien revenir au pays, pourront bien revenir en Belgique, mais ils devront alors se soumettre à des règles de quarantaine et à des règles de testing encore plus strictes. Aujourd'hui donc, la Belgique, à l'instar d'autres pays européens, prend des mesures plus strictes, des mesures préventives pour tenter de limiter la propagation de ces variants sur notre territoire, des variants que l'on sait déjà présents en Belgique. Merci pour ces détails, Rachel. Le point à présent sur la situation sanitaire avec un bilan mitigé finalement. Rien de vraiment négatif, mais rien de très positif non plus. La commissaire Corona a tout de même pointé ces légères baisses, notamment au niveau des contaminations. Et pas seulement, nous l'écoutons.
Les nouvelles hospitalisations et l'occupation des soins intensifs présentent une légère diminution, tout comme les décès. Pour l'instant, ces diminutions sont encore très limitées pour pouvoir, à court terme, réduire de manière significative la pression sur les hôpitaux. Et puis par rapport à la vaccination, quel est aujourd'hui le sentiment des Belges? Y sont-ils favorables ou pas? Eh bien, la mutualité Solidaris a sondé un peu plus d'1 millier de personnes dans son tout dernier baromètre. Alison Delpierre, nous allons découvrir les résultats avec vous. La confiance a-t-elle augmenté ces derniers mois? Eh bien oui, un petit peu, puisqu'aujourd'hui, un répondant sur 2 se dit prêt à se faire vacciner. C'est 7% de plus par rapport au mois de janvier. Alors les hommes sont plus convaincus que les femmes et plus l'âge avance, plus les répondants se disent enclins à se faire vacciner. Alors il y a aussi ceux qui hésitent encore, ils sont 17% dans ce cas, et puis ceux qui ont déclaré qu'ils ne se feraient pas vacciner. Là, ils sont près d'un quart, et cela concerne surtout les moins de 45 ans. Oui, justement, par rapport à ces personnes-là, quelles raisons invoquent-elles? Eh bien, il y a 3 raisons principalement. La première, c'est la méfiance envers le vaccin, avec des arguments qui sont avancés, comme le fait que ça a été très rapide pour développer ce vaccin, ou encore les enjeux financiers qui se trouvent derrière. La deuxième raison, ce sont les effets secondaires qui sont craints et qui dissuadent donc pas mal de répondants. Et enfin, 11% des répondants disent tout simplement qu'ils ne craignent pas de développer des formes graves du Covid. Merci Alison pour les détails de ce baromètre santé. Et puis l'événement est annoncé pour le 1er mai prochain, la Boom 2 au Bois de la Cambre. La version 1, rappelez-vous, n'a pas laissé de bons souvenirs à tout le monde. Des heurts ont éclaté entre jeunes et forces de l'ordre. Alors la ville de Bruxelles ne veut pas revivre un tel scénario. Éric Bévert, les autorités essayent même d'entrer en contact avec les organisateurs d'un nouveau rendez-vous. Bien oui, mais écoutez, justement, les organisateurs de cette Boom 2, on les a attendus toute la matinée ici, la police aussi, mais on ne les a pas vus. Visiblement, ils n'ont pas répondu à la convocation qui leur avait été faite de se présenter à 9h ce matin au commissariat central de la police de Bruxelles derrière moi. Sur les réseaux sociaux, ils expliquent s'être sentis menacés d'arrestation alors qu'ils estiment n'avoir commis aucune infraction. Précisons quand même que les organisateurs de cette Boom 2 ne sont pas les mêmes que ceux de la Boom 1 du 1er avril à laquelle vous faisiez allusion il y a un instant. C'est un autre groupe, un autre collectif qui a repris le concept, l'appellation et le logo. Alors à défaut de pouvoir discuter ce matin avec eux, bien la police a lancé un appel et a contacté Facebook pour demander que la firme supprime la page Facebook du groupe. Le groupe américain a répondu que la demande devait émaner du parquet. On attend donc de savoir si le parquet relaiera le souhait de la police. Quoi qu'il en soit, le bourgmestre de la ville de Bruxelles, lui, a lancé un appel public pour décourager tous ceux qui voudraient faire la fête dans les prochains jours au Bois de la Cambre ou ailleurs. La police sera là et elle ne laissera pas faire. Il l'a dit hier soir au conseil communal, il l'a répété il y a un instant à notre micro. Écoutez-le. Je pense que tout le monde doit comprendre qu'il faut encore attendre. Bruxelles est une ville festive, une ville qui a envie de faire la fête. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup trop tôt. Donc il faut être très clair, il y a des mesures qui ont été prises, nos hôpitaux sont encore pleins. Un simple exemple, il y a 10 jours, il y a eu un gros incendie à Anderlecht, il restait un seul lit de soins intensifs. Donc cette crise, elle est toujours là. Mais on sent qu'on va vers des assouplissements. Je demande à tout le monde d'avoir encore un peu de patience. Ça veut dire qu'il y aura des interventions où le bois sera quand même ouvert ou risque d'être fermé ? Alors, on va évidemment pas fermer le bois parce qu'on veut garder les bois ouverts. Les parcs, c'est important. Comme le disait mon collègue de Liège, les parcs, ce sont les jardins de ceux qui n'en ont pas. Donc, on doit avoir cet espace de respiration. Mais il faut être très clair aussi, s'il y a des incidents, la police sera présente. On aura d'abord des stewards qui seront là pour expliquer les mesures que tout le monde connaît. Et si les mesures ne sont pas respectées, en effet, la police interviendra. Interview du bourgmestre de Bruxelles réalisée par Éric Bévert. Et pour pouvoir à nouveau organiser des rassemblements festifs ou culturels, eh bien des tests vont être effectués. Cela a commencé hier soir. D'autres pays sont même plus avancés. Prenons l'Espagne. Un concert a eu lieu fin mars avec 5000 spectateurs et les résultats sont enfin connus. Henri de la Guérie, bonjour. Un suivi épidémiologique a été réalisé. En effet, et les médecins, les infectiologues qui ont suivi les 5000 personnes qui ont participé au concert viennent de donner des résultats qualifiés ici d'excellents, puisque sur ces 5000 personnes, 6 personnes seulement ont été testées positives après ce concert, 6 personnes testées positives, et selon ces médecins, 4 de ces personnes se sont contaminées après le concert. Cela voudrait dire que
potentiellement 2 personnes seulement se sont contaminées pendant le concert. Pour les spécialistes, c'est un résultat extrêmement encourageant. Ils l'ont dit, il était plus sûr d'être à l'intérieur de ce concert qui a eu lieu à Barcelone dans cette salle de 5000 personnes qu'à l'extérieur dans la rue ou dans un restaurant. C'est très encourageant et cela vient après un premier concert qui avait lieu avec 500 personnes au mois de décembre. Il n'y avait eu à l'époque aucun cas positif de Covid. Alors désormais, on se demande si des événements de masse pourront avoir lieu sur ce modèle. Je rappelle que tous les participants sont testés le matin même avec un test antigénique. S'il est négatif, ils peuvent rentrer dans la salle. Cela dépendra maintenant des autorités de savoir si ce modèle sera appliqué ailleurs. En attendant, eh bien, des discothèques vont suivre ce modèle. Il y aura des tests dans 5 discothèques de la Costa Brava. Il faudra faire un test antigénique le matin même et le soir, on pourra danser toute la nuit. Une fois les résultats connus, cela pourrait laisser la porte ouverte à la réouverture des discothèques en Espagne. Et on sait qu'elles sont très importantes pour les Espagnols et pour les touristes. Merci beaucoup Henri de nous avoir donné les résultats de ces tests en direct dans ce journal. Et si nous sommes toujours privés de concerts pour l'instant, des privations ont aussi lieu au travail. Pas question par exemple de faire de grandes tablées et de manger avec les collègues. L'ordinateur est devenu notre meilleur ami au bureau ou à la maison. Alors une entreprise a eu l'idée de livrer des repas à domicile aux équipes. Passons à la dégustation avec Loïc Skutner, Hichem Boukrouf et Jennifer Istas. Il est midi, c'est l'heure de la pause déjeuner, mais comme dans beaucoup d'entreprises, l'équipe n'est pas au complet. Certains sont autour de la table, d'autres sont en télétravail chez eux, mais tous ont commandé leur lunch sur la même plateforme. Ils partagent donc le même repas, mais à distance. Il y a un côté pratique qui est assez exceptionnel, puisqu'on ne doit pas passer du temps à préparer son lunch, on est livré. On a le choix parmi une diversité de plats. Le côté social nous manque et je pense que notre foodies en tout cas permet de se rapprocher un tout petit peu plus du sentiment d'être tous ensemble. Même si on s'habitue au virtuel, c'est jamais la même chose. En fait, depuis le confinement, on vient quasi plus au bureau, enfin nettement moins. Et donc du coup, quand on vient, on veut se faire plaisir et donc on veut, je dirais, reconnecter les équipes. Et offrir quelque chose pour les jours où on est là, comme on se voit moins, fêter un petit peu les retrouvailles quelque part et on fait ça autour d'un bon lunch. Avant la livraison en entreprise ou au domicile des travailleurs, chaque matin, c'est ici que tous les repas sont cuisinés et préparés. Wrap, poké, sandwich ou encore salade, l'entreprise s'est lancée juste avant la crise. Il a fallu tout réorganiser. On a commencé en fin janvier 2020, début février. Notre concept de base était de pouvoir livrer les entreprises des lunchs pour leurs employés à une seule adresse, donc c'était assez facile, aucun problème opérationnel. Et puis le Covid est arrivé et là malheureusement on a dû s'arrêter, réfléchir avec nos clients pour savoir comment répondre aux besoins de leurs télétravailleurs. Et c'est là qu'on a mis en place tout un système avec une flotte de livraison, avec une cuisine, une réorganisation pour pouvoir livrer des lunchs partout en Belgique à des adresses différentes. Chaque mois, la croissance de l'entreprise augmente de 10%. Le télétravail perdurera sans doute bien au-delà du coronavirus. C'est donc tout un nouveau mode de business lunch qui vient d'être inventé. Et au menu de QR L'Actu ce soir, il sera question des conséquences de cette crise sanitaire sur le secteur immobilier. C'est à voir après le 19h30. À suivre dans ce journal, une nouvelle génération de tatouages. Ils disparaissent naturellement après un peu plus de 9 mois. Ne pas tondre son gazon pour laisser faire la nature, c'est l'objectif d'une opération lancée au mois de mai. Et puis les vestiges aussi de l'ancien parking 58 à Bruxelles. Les fouilles menées ont permis de comprendre l'évolution de la ville depuis le Moyen-Âge. Mais tout d'abord, les suites du Sofagate. Le sujet s'est invité au Parlement européen hier. Rappelez-vous, en visite en Turquie, il y a quelques semaines, la présidente de la Commission n'avait pas eu de chaise pour s'installer. Et Ursula von der Leyen n'a toujours pas digéré ce qui s'est passé. Nous allons l'entendre avec Radouane El Baroudi et Alice de Bati. C'est devant le Parlement européen que la présidente de la Commission européenne est revenue hier sur sa visite à Ankara. Ursula von der Leyen est claire. Pour elle, il ne s'agit pas d'un incident protocolaire, mais d'un traitement différencié, parce qu'elle est une femme. I am the president of the European Commission. And this is how I expected to be treated when visiting Turkey 2 weeks ago. Like a Commission president. But I was not.
I cannot find any justification for what I was treated in the European treaties. So I have to conclude that it happened because I am a woman. Ces images ont fait le tour du monde. Le 6 avril dernier, lors d'une visite diplomatique, Ursula von der Leyen avait été placée sur un divan, tandis que le président du Conseil européen Charles Michel et le président turc Erdogan prenaient place dans les deux seuls fauteuils disponibles. Dans son discours hier, la présidente s'est directement adressée aux femmes dans l'hémicycle. Honourable members, many of you will have made quite similar experiences in the past. Especially the female members of this House. I'm sure you know exactly how I felt. I felt hurt, and I felt alone, as a woman and as a European. Ursula von der Leyen a ensuite rappelé les nombreux défis que doit encore relever l'Europe en matière d'égalité entre les hommes et les femmes. I want the EU itself to join the Istanbul Convention. This remains a priority for my Commission. De son côté, le président du Conseil européen, Charles Michel, a répété ses regrets d'avoir occupé le seul siège libre au détriment de la présidente de la Commission. Oui, on a beaucoup parlé d'ailleurs de ce Sofagate sur les réseaux sociaux. On y lit aussi beaucoup d'autres choses. Par exemple, à propos des tatouages. Du coup, certains hésitent à franchir le pas. Mais nous allons le voir, une petite entreprise new-yorkaise va peut-être vous faire changer d'avis avec des tatous éphémères. Et je ne parle pas de décalcomanie. Regardons ça avec Julie Rance et Philippe Antoine. Sur son bras, Abigail n'en est pas à son premier tatouage, mais à la grande différence des précédents, celui qui prend forme aujourd'hui, à savoir un M représentant la première lettre du prénom de son petit ami, disparaîtra naturellement d'ici 9 à 15 mois. I can be more playful in what I select as my design. And you saw, when I was getting the placement, I feel more frivolous in where we want to put it because it will fade. Voici l'homme à l'origine de ce que l'on appellera le tatouage éphémère. Alors qu'il était encore étudiant à l'université, il envisageait un tatouage pour lui-même, mais il redoutait le côté définitif. Alors il a cherché pendant 6 ans, avec une équipe de dermatologues, de quoi tester 50 formulations différentes, qu'il a souvent essayées sur lui-même, jusqu'à trouver cette encre composée de polymères biodégradables qui se dissout naturellement après 9 à 15 mois. What we're doing is we're opening up the possibility of tattoos for a whole new clientele that previously wasn't getting a permanent tattoo. And once they come in and experience Ephemeral and they see how approachable and accessible and fun and creative tattoos can be, it opens up a whole new world where they might come back and they might want to go and get permanent tattoos as well. Ce qui pourrait donc élargir les possibilités pour la communauté du tatouage traditionnel, dont sont d'ailleurs issus tous les tatoueurs de ce centre new-yorkais. Dernière précision, le prix d'un tatouage éphémère varie entre 150 et 375 €, et ce prix-là, lui, est définitif. Allez, traversons l'Atlantique pour revenir chez nous, sur la Meuse très exactement, avec un kayakiste pas comme les autres. À bord de son embarcation, ce Namurois ramasse des déchets et pourtant son initiative a bien failli prendre l'eau. Guillaume Latour avec Sandrine Lambiotte et Simon Brême. C'est un personnage bien connu des Namurois. Depuis maintenant 10 ans, Marc Brochet ramasse les déchets sur la Meuse depuis son kayak, été comme hiver. Une mission citoyenne entamée après avoir vu un cygne s'étrangler avec un déchet. Je le vois attraper un morceau de frigolite et puis je le vois agoniser. Et un cygne, on ne sait rien faire parce qu'il nous couperait la main si on essaye de le sauver. Et pendant 5-10 minutes, et puis il est mort devant moi. Et depuis lors, j'avais décidé de ramasser toutes les frigolites sur l'eau. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte que même les plastiques, parce que ça flotte entre deux eaux et tout ça, c'est tous les déchets qu'il faut ramasser sur l'eau. À chaque sortie, Marc place un drapeau différent sur son embarcation pour attirer l'attention et sensibiliser les passants à la propreté de la Meuse. Aujourd'hui, c'est celui du Togo dont c'est la fête nationale. Récemment, le kayak que Marc utilisait a pris un coup fatal et il prend l'eau. Pas de grand danger en cette saison, mais en hiver, le risque serait trop important. Si je me retrouve au milieu de l'eau et que j'ai mes jambes gelées pour revenir, si je coule, c'est quasi impossible de revenir. Voilà. Mon kayak, il a 33 ans, il a vécu et j'y tiens fort, hein, j'ai beaucoup de souvenirs dedans.
Mais il ne faut pas non plus que j'aille jusqu'à risquer ma vie en étant dedans, quoi. L'ancien kayak de Marc ne peut plus être réparé, alors le Namurois a fait un appel aux dons pour en acheter un neuf. Les élans de solidarité ont été nombreux, mais le problème a été réglé plus vite que prévu. Un loueur a offert 2 kayaks inutilisés à cet amoureux de la nature. L'autre, j'avais l'impression d'être dans une vieille Rolls, ici j'ai l'impression d'être dans une bonne Jaguar. Donc je suis super. Je suis très très content. À bord de son nouveau bolide, Marc peut poursuivre son activité l'esprit tranquille. Et ce ne sera pas du luxe. À chaque sortie, il ramasse environ une vingtaine de kilos de déchets. Là, je dois toujours aller Et à propos d'environnement encore, épinglons l'opération tondeuse. Il s'agit en tout cas de la laisser un peu de côté pour favoriser la biodiversité. Guillaume Latour, Déborah Capel et Benjamin Braun nous emmènent donc au jardin. Tableau impressionniste sur une pelouse multicolore. Une prairie fleurie qui n'a pas encore vu la moindre lame d'une tondeuse. Voilà à quoi peut ressembler une pelouse non tondue. Donc on voit une belle diversité avec au moins 5 espèces qu'on visualise tout de suite. Un pissenlit, une pâquerette, des espèces assez communes, un lamier, une véronique, des espèces déjà un peu plus spécifiques, et puis une petite brassicacée blanche, plus difficile à déterminer. De quoi faire pâlir certains jardiniers. Et pourtant, la variété de ce tapis végétal est un trésor pour la biodiversité, de la flore et de la faune qui grouillent au ras du sol. Alors on aura des bourdons, on aura des abeilles, l'abeille domestique, mais aussi des abeilles sauvages, qu'on connaît un petit peu moins bien dans le grand public. Nous pourrons avoir des cirfes, qui sont des petits diptères qui volent sur place, rayés, qui ressemblent un peu à des abeilles sur leur morphologie. On pourra également avoir des papillons. Mais pour avoir tout cela, il faut éviter ceci. L'opération lancée par Le Vif invite les particuliers et les entreprises à ne pas tondre 1 mètre carré durant un mois. Ce qu'on conseille souvent aux particuliers qui sont peut-être un peu réticents par rapport à ces changements, c'est éventuellement délimiter vraiment une zone qui ne sera pas tondue et de laisser des zones de passage tondues, ainsi que peut-être, pourquoi pas aussi tondre les contours du jardin, par exemple, pour quand même donner un effet entretenu qui est parfois important pour certaines personnes. Car les particuliers peuvent aussi aller plus loin en préservant une partie du jardin sur lequel ne sera pratiquée qu'une seule coupe sur la saison. Soit on va pouvoir passer avec une tondeuse en la mettant sur le cran le plus haut, soit si la pelouse a beaucoup poussé, on pourra la faucher et donc exporter les résidus de la fauche. Alors, au diable les inhospitaliers gazons anglais et leur entretien hebdomadaire. Pour booster la biodiversité, fini la corvée, il suffit de laisser faire la nature. Une page d'histoire à présent dans ce journal. Imaginez-vous Bruxelles au Moyen-Âge. Ce sera plus facile de s'en faire une idée grâce à des fouilles et des chantiers ont justement lieu régulièrement dans la capitale. Les objets trouvés permettent de comprendre l'évolution de la ville. Cybèle Ceylan, Antoine Dave, David Crozet et Aline Wavreil. Voilà, ici c'est le local quarantaine, donc tout ce qui est bois. Dans les caves du service de patrimoine archéologique de la région bruxelloise, on compte des centaines et des centaines de boîtes. Elles sont remplies d'objets et d'ossements qui ont plusieurs siècles. Ils ont été découverts dans le sous-sol du parking 58. On y trouve des restes d'animaux qui sont tombés dans la rivière, des restes d'animaux qui ont été jetés dans la rivière, donc des restes de boucherie par exemple. Et alors je peux vous montrer des exemples. Voilà, ici on a des cornes, on a des mâchoires. Les fouilles ont été menées il y a 2 ans tout juste sur le chantier de l'ex-parking 58. On y construit alors la cité administrative de la ville de Bruxelles. Les pelleteuses ont dû faire de la place aux archéologues. Et c'est un ancien quai de débarquement qui a été retrouvé, l'ancien port de Bruxelles sur la Seine. Il faut voir que la rivière, c'est une sorte de grande poubelle. Donc on a un tas de matériaux qui ne sont plus utilisables, qui sont jetés dedans. Et on a aussi des objets qui sont perdus. On a retrouvé quelques clés, par exemple, avec cette particularité sur le site qu'un milieu de conservation assez exceptionnel qui a permis qu'on retrouve ces objets en cuir et en bois qui sont d'habitude rarement conservés sur les autres sites. Dans la terre, les équipes ont donc retrouvé des objets qui remontent au Moyen-Âge, entre le Xe et le XVIe siècle. Des objets en os, en bois, en céramique, en métal. Et c'est la vie quotidienne de cette époque qui se raconte par fragments. On a ici d'autres objets en os, un peigne assez ancien celui-là, une aiguille par exemple, une grande aiguille. Ici un petit dé, alors on voit qu'on
contrairement à aujourd'hui. Les faces ne sont pas coordonnées, hein, on est sur un objet ancien, en os, donc avec chaque chiffre qui est gravé. Par exemple ici une passoire, une cruche, un petit gobelet ici. En tout, il y a des dizaines de milliers d'objets. Alors l'enjeu, c'est de les conserver dans les meilleures conditions, comme dans ces grands frigos. Ici, ce sont des semelles en cuir. Déjà, c'est en eau, donc pour recoller au milieu dans lesquels on les a trouvés. Et alors, c'est dans le frigo pour aussi limiter le développement de bactéries. On en a d'autres qui sont plus caractéristiques de l'idée qu'on a du médiéval, avec les chaussures vraiment à poulaine, les chaussures à pointe. Et puis, c'est un autre travail minutieux qui commence. Il faut répertorier tous ces objets, les restaurer, les dater, percer les mystères aussi. Chaque élément retrouvé, identifié, c'est une pièce d'un énorme puzzle, celui de Bruxelles au Moyen-Âge, et son image s'affine au fil des découvertes. On voit une évolution d'une ville qui se densifie et qui devient de plus en plus riche, en fait. Donc, au XVIe siècle, on est une grande ville très riche, une ville connectée dès le départ, parce qu'on a des céramiques qui viennent d'Allemagne, on a des objets qui viennent d'un peu partout en Europe, et ça ne fait que s'intensifier, en fait, au fil des siècles. Avec ces découvertes exceptionnelles, les archéologues bruxellois ne manqueront pas de travail. Tout analyser pourrait prendre encore une bonne poignée d'années. Et puis l'histoire des villages, c'est aussi important de la préserver. À Mussy-la-Ville, dans Luxembourg, on a fait le choix d'acheter une pièce de collection, un moteur inventé par l'enfant du pays. Découverte avec Denis Quindot et Valentin Delesse de TV Lux. La vedette du jour, la voici, un bijou de mécanique très rare conçu par l'enfant du pays, Étienne Lenoir, né ici à Mussy-la-Ville. Étienne Lenoir a inventé le moteur à allumage commandé, pour être précis, c'est-à-dire que vous avez une bougie qui provoque une étincelle, qui enflamme le mélange et qui permet d'actionner un piston au sein d'un cylindre. C'est un monocylindre, soit dit en passant. Un moteur au gaz monocylindre d'une dizaine de chevaux, assez pour faire tourner plusieurs types de machines lors de sa création à la fin du 19e siècle. Ce moteur est statique et servait à entraîner des machines agricoles, notamment des batteuses ou d'autres appareils agricoles auxquels je ne pense pas nécessairement maintenant. Et le principe est d'entraîner ces machines agricoles par un système de transmission par courroie. Légué récemment au syndicat d'initiative, le moteur a tourné pour la dernière fois en 1985 lors d'un événement sur la place de Mussy-la-Ville. Aujourd'hui, il fait la fierté des habitants du village à l'entrée du petit musée, un outil qui permettra aussi de transmettre l'histoire d'Étienne Lenoir aux jeunes générations. Non seulement aux jeunes générations, mais aux personnes qui habitent à Mussy, parce qu'il y a énormément d'habitants qui ne connaissent pas notre petit musée et qui ne connaissent même pas le noir. Donc ça, c'est quand même extraordinaire. À notre époque, on ne connaisse pas ça. Alors que les voitures roulent tous les jours. Et sans le noir, où serait-on maintenant? Bien sûr, il y aurait d'autres inventeurs, mais c'est quand même un enfant de Mussy, quoi. Cette pièce exceptionnelle rejoint donc la collection des accessoires d'Étienne Lenoir présent ici, dans le musée qui lui est consacré, mais aussi aux quatre coins du village, à quelques pas seulement de la maison où il est né en 1822. Et pour faire d'autres découvertes originales, rendez-vous sur le site vivreici.be. Pour se quitter, je vous propose de très belles images aussi de la lune rousse hier soir. On peut